Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus très nombreux et nombreuses. Je ne suis pas du tout étonnée pour ma part. Je pensais que Jonathan Arfi allait faire une petite présentation, mais en fait, Johan Sfar a ce mérite qu'on n'a pas vraiment besoin de le présenter tellement on le connaît bien. Le problème aussi, c'est qu'il fait beaucoup trop de choses pour qu'on le présente vraiment bien. Donc auteur, réalisateur, dessinateur, il y a encore plein d'autres corps. Instagrammeur aussi en ce moment, je pense que vous êtes un grand soutien pour nous. Personnellement, je suis très contente d'avoir cette conversation avec vous, de l'animer pour le CRIF, puisque je pense qu'en ce moment, Johan Sfar est un grand soutien pour nous tous et nous tous. On va en parler. Il a aussi un sens du timing assez étrange, puisque à la base, je crois que cette conférence était prévue pour qu'on parle de votre exposition Hommage qui vient de démarrer, de votre nouvelle BD du chat du rabbin, et je pense que vous étiez préparé pour un mois d'octobre de promo qui a dû tourner un peu différemment, mais tout résonne, on va en parler, je pense. Et vraiment, à titre personnel, avant de commencer, vraiment, je voulais vous remercier de toute cette prise de parole que vous faites en ce moment sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on est nombreux. Voilà, je pense que je ne suis pas la seule à avoir besoin d'entendre cette voix juive, mais on a besoin de toutes les voix juives et non juives. Et voilà, je voulais vous remercier d'être un ambassadeur de ce qu'on est nombreux et nombreuses à ressentir et dont on va parler ce soir en privé. On a cette chance-là. Pour commencer, en fait, je vais vous poser la question que je crois on se pose tous quand on se voit depuis un mois. Comment ça va ? Bonsoir, je suis très touché d'être ici pour mille raisons. Entre autres parce qu'en son temps, mon père à Nice a été un membre émérite des institutions juives et je le sens sur mon épaule où que j'aille en ce moment. Chacun, on se souvient où on était pour les tours jumelles. Moi, je me souviens où j'étais pour le 7 octobre et j'ai honte de le raconter. Mon anniversaire, c'est le 28 août, mais personne n'est là. Donc on avait décidé de le faire le 7 octobre cette année. Et mon ami Delphine Orviller, mon ami Enrico Macias, une centaine d'amis à moi étaient chez moi. Et avant les massacres, il m'avait demandé qu'est-ce que tu veux comme cadeau. Et j'ai dit écoute, pour ma bar mitzvah, j'ai toujours rêvé d'avoir une Magen David ou un Chai. Et mon père s'y est opposé parce qu'il disait les nazis nous ont mis une étoile de force, on ne va pas la mettre pour le plaisir. Et, et là, il m'a semblé qu'à 52 ans, c'était bien. Et j'ai un ami, Yogev, qui est bijoutier, et je lui dessinais le chai que je voulais pour mon anniversaire. Et les nouvelles des massacres sont arrivées, que j'ai entendues de trois sources, finalement, de la part de ma famille paternelle qui est israélienne, et mes petits cousins qui ont été mobilisés tout de suite pour aller dans le sud d'Israël, de la part de mes scénaristes et mes producteurs avec qui on essaye de monter des séries télé en Israël et qui ont vécu ça comme... Bon, c'était des branches très, très différentes de la société israélienne. Et comme nous tous, par les chaînes d'information. Et on a passé toute la journée à se demander si on annulait l'anniversaire ou pas. Et j'ai honte, on n'a pas annulé. Et on a fait une fête parce que je suis pour moitié un juif maghrébin, pour moitié un juif d'Ukraine. On a fait la fête la plus mélangée qu'on puisse imaginer. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'Arabes dans le 17e arrondissement que le soir de mon anniversaire. Et, et l'intelligence. Pourquoi le Maghreb m'intéresse? Parce que les juifs maghrébins et les musulmans maghrébins ont tellement été envahis au cours de l'histoire qu'ils ont appris qu'il vaut mieux pas parler politique tout de suite. Et cette question, comment tu vas? Alors peut-être c'est la pudeur française, mais depuis le 7 octobre, et je veux y voir la seule peut-être petite lueur d'espoir, les personnes qui m'ont le plus appelé pour me demander comment ça va, ce sont ou des musulmans maghrébins ou des Iraniens. Et je crois qu'on a, si on se sent si seul depuis un mois, avec une population française qui a eu un silence, pour certaines élites, ça me paraît impardonnable, et ça fait un mois que j'analyse ce silence. Il est moins tragique que ce que je pensais, parce que je fais partie des optimistes, ceux dont on dit qu'ils ont fini à Auschwitz. Là où on a voulu voir de l'indifférence ou de l'antisémitisme larvé, je crois que chez beaucoup de personnalités, il y a la peur de dire une connerie. Et il y a la peur de... C'est pour ça que tout le monde a cette demande imbécile ces jours-ci en disant on veut un cessez-le-feu. Comme si quiconque connaissait la chose militaire, bon, bah, personne, la guerre c'est mal, on veut que personne meure. Je crois que dans les populations maghrébines,
il y a une manière de demander comment ça va avant de parler des sujets qui fâchent. À titre personnel, j'y ai été reconnaissant. Comme une amie à qui j'ai posé cette même question, comment ça va, et comme elle est philosophe, elle m'a dit cette phrase de Pascal que je ne connaissais pas, enfin je connais Pascal mais je ne connaissais pas cette phrase. Il m'a dit, dans ces moments de folie, ce serait fou de ne pas être fou. Et ce que j'éprouve depuis un mois, c'est que je me sens peut-être comme vous, comme un animal traqué. C'est-à-dire que j'ai peur. Quand on dit on ne va pas leur offrir notre peur, c'est très courageux, mais évidemment que moi j'ai peur. Je ne sais pas si vous non, mais moi j'ai peur de prendre un coup, j'ai peur d'une insulte, j'ai peur du machin. J'ai de la chance, en un mois ça m'est arrivé qu'une fois, et je vais vous raconter plutôt les histoires gentilles. J'ai eu une histoire juive. On a fait l'ouverture de l'exposition au musée d'art et d'histoire du judaïsme qu'on préparait depuis un an. Si vous voulez, comme le maire nous aime bien, il a fermé la rue. C'était plus sécurisé que la Banque de France. J'arrive à l'expo et il y a 2 vieilles dames juives avec un sac, mais qui sortent foudrage avant l'inauguration. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Sfar, c'est un scandale. On s'en va, on s'en va. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? On ne nous a pas assez fouillés. Ça c'est ma première histoire. Et la deuxième, parce que malgré mon philosémitisme, je dois dire que vous ne facilitez pas ma vie de couple, parce qu'avec ma femme, on se dispute comme des poissonniers dans la rue en permanence, et à chaque fois qu'on se dispute dans la rue, il y a toujours une vieille dame du 17e arrondissement qui s'approche et qui me dit « Oh, monsieur Sfar, ça m'a tellement fait plaisir vos dessins, je suis tellement contente de vous voir en vrai. » Et là, ma femme, ça l'énerve encore plus. Alors, vous avez mentionné justement votre héritage maghrébin. J'en profite parce que je ne me suis pas présentée. Il faut toujours le faire. Je m'appelle Myriam Levin, je suis journaliste. Et en fait, j'ai eu la chance de vous interviewer l'année dernière pour un podcast sur le bagage séfarade. Il faut dire qu'on était dans une discussion beaucoup plus optimiste quand on s'est vu l'année dernière sur justement la fierté d'être juif en France. Mais on va en reparler de cet héritage justement maghrébin qui est justement au cœur des discussions en ce moment. Vous avez un petit peu évoqué votre journée du 7 octobre. Donc vous avez eu les nouvelles par la famille. Comment vous êtes passé, est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu comment vous avez passé cette journée en dehors de votre anniversaire? Non, parce que je pense qu'on a tous été rattrapés par des choses, le retour du refoulé, en fait, sur les pogroms, etc. Vous, comment ça s'est passé? Et comment vous êtes passé d'un citoyen, j'ai envie de dire lambda, qui apprend cette nouvelle à « je prends la plume et je commence à partager des posts », que vous faisiez, mais que vous faites beaucoup plus intensément, là, je crois. Enfin, oui, moi, j'ai jamais espéré que mes dessins ou mes textes changent le monde. C'est juste une manière de faire passer mes émotions. Et là où on me fait l'amitié de me dire que parfois mes histoires sont des petits contes philosophiques, il me semble au contraire que ce sont des propositions émotionnelles. Dans votre podcast qui est extraordinaire, vous proposez à des gens de raconter la vie de leur famille et leur existence. Ce qui m'a sauté aux yeux depuis un mois, ce sont les reproches immédiats qu'on va faire aux Juifs quand ils sont derrière un micro, et comment répondre, comment contrer ça. Par exemple, la première chose qu'on fait quand un Juif va parler d'Israël, on va lui reprocher une double allégeance, comme faisait Jean-Marie Le Pen à une certaine époque et comme font d'autres gens qui sont peut-être de l'autre bord aujourd'hui. Moi, il m'importe, plutôt que... Je me méfie beaucoup de la juifologie. Je me méfie beaucoup des gens qui, sur Internet ou derrière un micro, vont vous raconter toute l'histoire du Proche-Orient, qu'en général, ils connaissent assez peu. Moi, je préfère... Quand on dit « oui, mais quel est ton attachement à Israël ?» Ah bah, c'est très simple. Moi, je suis français, il n'y aura pas plus français que moi, mais toute ma famille paternelle est israélienne, donc je voudrais qu'on ne les extermine pas. Et j'essaye, à chaque fois que ce genre de sujet vient, de répondre de la façon la plus sincère possible, parce qu'il me semble que les gens sentent la sincérité, et d'éviter d'être intellectuel et de répondre de manière émotionnelle. Et ce qui a été très difficile, je crois, pour chacun de nous. Depuis 30 ans, je fais des bandes dessinées, j'ai jamais voulu parler de la Shoah. Toute ma famille maternelle a disparu pendant la Shoah par balle. Et pour la première fois l'an dernier, j'ai fait un carnet qui s'appelle « Les enfants ne se laissaient pas faire » et qui examine des travaux d'historiens et de journalistes sur, en particulier, les massacres des Einsatzgruppen en Ukraine et en Lituanie. Dès qu'on a compris ce qui s'était passé dans les fermes du sud d'Israël, j'ai pensé à 2 choses. J'ai pensé d'abord à ça, à Ponary, à Babillard, et j'ai pensé aussi à ce livre extraordinaire d'Arthur Koestler qui s'appelle « La Tour d'Ezra ». C'est un livre qui raconte les massacres dans, je crois, le premier kibboutz d'Israël. En tout cas, on est dans les années 20. Et moi, il me semble que quand il y a un meurtre, même s'il y a 1400 victimes, si Sherlock Holmes est là, il enquête. Il y a une façon de tuer, il y a une tradition dans le meurtre. Et dans les massacres qui ont été perpétrés, et je le dis avec beaucoup de gravité parce que
France Inter ne me démentira pas, dès qu'il y a une guerre, tout le monde se traite de nazi en permanence. Il y a une tradition nazie dans les massacres qui ont été perpétrés. Et je ne peux pas, quand je vois ça, ne pas penser à la façon dont le nazisme a infusé les nationalismes arabes après la Deuxième Guerre mondiale, à la manière dont des gens comme Aloïs Brunner et d'autres sont devenus formateurs pour le baasisme naissant. Et j'ai vu là une façon de tuer que les perpétrateurs ont pratiqué sans doute comme des fantômes, sans même savoir ce qu'ils étaient en train de mimer. Et donc, tous autant qu'on est, on a vécu pour que ça ne se reproduise jamais. Tout ce qu'on se répète depuis 70 ans, plus jamais ça se produit devant nos yeux. Et immédiatement après, moi, mon rabbin disait, mon rabbin Kling de Nice, il disait un juif, il doit toujours faire tout mieux que les autres. Et il n'était plus là, mais quand il y a eu la Gay Pride à Tel Aviv, j'espère que c'était la plus belle Gay Pride du monde. On doit toujours faire mieux que les autres. Donc, si on doit avoir une petite décence ou une petite supériorité morale, mais elle est très difficile parce qu'elle n'est pas naturelle. Il faut être capable de pleurer et de comprendre ce qui s'est passé dans le sud d'Israël et dans le même mouvement d'avoir l'empathie et la compassion nécessaires pour les victimes de Gaza. Mais moi, je le vis, là encore, pas de manière intellectuelle. Je le vis parce que dans le cadre de mon travail en Israël, j'ai des comédiens arabes israéliens, je vois ce que pensent mes partenaires israéliens qui sont beaucoup plus ambivalents, parce qu'ici, on est tellement peu nombreux qu'on est obligé de parler tous d'une voix. En Israël, on se bat ensemble, mais même en temps de guerre, personne ne parle d'une voix. Et je le vois pour les dialogues que j'ai tous les jours. Et je crois qu'il y a un vrai défi d'humanité, là, d'être capable d'être mieux que les autres, c'est-à-dire d'être capable de ne même pas avoir fait le deuil de nos morts. Chacun, on ne choisit pas le moment où on pleure. Moi, j'ai pleuré 2 fois ce mois-ci, c'est pas beaucoup. La première, c'est parmi toutes les horreurs, quand j'ai appris qu'en Angleterre, des parents avaient retiré leurs enfants d'une équipe de football parce qu'en face, c'était le Maccabi et il y avait des juifs en face. Ça m'a fait chialer. Et la deuxième chose, on a tous vu les horreurs qui se sont produites. On a vu le travail extraordinaire des paramédics, des légistes et des volontaires de Zaka en Israël. Ce que j'ai découvert aujourd'hui, ce sont les 15 archéologues qu'on est venus chercher pour aller dans les cendres des fermes, faire des identifications. Et il y a ce légiste qui a cette phrase extraordinaire, il dit « Ce pinceau, normalement, c'est pour les archéologies. Nous l'utilisons pour trouver trace de nos concitoyens morts le mois dernier. » Et ça, il y a eu un débat extraordinaire lors de la création de l'État d'Israël. Une question qu'on a osé poser que cette année en galoute dans la revue K, c'est la question de la vengeance juive. Après la Shoah, il y a eu des résistants juifs comme Abba Kovner qui ont dit qui n'avait pas à la base une grande passion pour le sionisme. Lui, ce qui l'intéressait, comme disait Art Spiegelman, c'est de faire Jérusalem à Berlin. Et il est parti dans l'idée de se venger. Ça lui a passé. Il a récolté toutes les chansons yiddish qu'il a trouvées et il a passé le reste de son existence à emmerder le gouvernement israélien pour créer des musées de la déportation, des Yad Vashem et des musées de la galoute. Ce que je veux dire, c'est que dans les reproches qu'on nous fait également, dès qu'on va parler du chagrin des morts qu'on n'a pas encore fini de pleurer, on nous dit « mais et la souffrance palestinienne ?» Je voudrais qu'on soit capable de la pleurer encore plus que les autres. Pas par stratégie, pas par calcul, mais par humanité. Et parce que malheureusement, et ça c'est très douloureux, et c'est le pire moment pour le faire, mais je crois qu'on est obligé de le faire. Je crois qu'on a tous à peu près eu la même formation sur l'histoire d'Israël. Et moi, j'ai été formé à repérer dans le narratif palestinien les bêtises, parce qu'il y en a. Il faut qu'on soit également capable de repérer dans le narratif israélien les bêtises qu'on nous a racontées et que même en Israël, personne ne croit. C'est-à-dire, quand on se raconte que 700 000 Palestiniens sont partis de gaieté de cœur en 1948, c'est une bêtise. Et quand les Arabes racontent qu'1 million de Juifs ont quitté de gaieté de cœur le monde arabe pour aller en Israël entre les années 20 et les années 50, c'est une bêtise également. Et il y a cette nécessité qui est injuste, qu'on demande aux Juifs en permanence, de faire mieux que les autres. Mais je crois que plus que jamais, là, c'est vital. Je ne sais pas qui je suis pour vous dire ça, parce que je suis complètement paumé. Je vous ai parlé sans réfléchir. Je pense qu'on est... merci. Je pense qu'on est tous un peu dans cet état un peu second. Je ne sais pas si vous, c'est une question un peu
psychanalytique, je vous pose toujours le divan, mais est-ce que vous, c'est une thérapie pour vous de faire, parce que vous prenez donc beaucoup la parole pour les quelques personnes qui ne le sauraient pas dans la salle, sur les réseaux sociaux, c'est votre mode de communication depuis un moment. Là, vous postez énormément, je ne sais pas à combien de posts par jour vous êtes, mais je crois que vous êtes un des rares qui documente aussi ce qui se passe. Vous travaillez beaucoup, je crois, vous allez nous raconter. Vous faites que ça, je crois, en ce moment. Est-ce que vous, c'est une thérapie pour vous? Vous êtes une thérapie pour nous, mais vous, est-ce que ça vous aide à encaisser le choc, en fait, de prendre la parole sur ce sujet? Oui. Je crois que... Je ne sais plus si c'est Degas ou Monet. Quand sa femme est morte, il faisait chaud, donc il y avait un moustiquaire pour que les insectes ne s'approchent pas de sa dépouille. Et tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est de prendre un chevalet et de faire son portrait. Pas parce qu'il trouvait la dépouille de sa femme particulièrement belle, mais parce que c'est la seule manière qu'il avait de supporter le réel. Et dans mon cas, le dessin occupe une double fonction. La première, c'est une fonction d'étude, presque de sciences humaines, c'est ma façon de comprendre le monde. Et la deuxième, ma mère est morte avant que j'ai 4 ans, et j'ai eu... Il n'y a pas eu d'autopsie. Et quand j'ai commencé à être étudiant d'art, je suis allé de manière assez frénétique participer à des cours de médecine légale, parce que j'avais une curiosité psychanalytique et scripturaire à cet endroit. Et je mesure à quel point tous les étudiants en médecine étaient malades face à un cadavre. Moi, jamais, parce que j'avais le dessin. Et les rares fois où je posais le carnet, j'étais malade. Donc, face à l'horreur de ce qu'on a vu, j'ai éprouvé le besoin de dessiner, mais je suis évidemment incapable de dessiner un carnage ou un charnier. Ce que j'ai dessiné, ce sont les témoignages. Par exemple, dès qu'on annonce que des Juifs ont été tués, vous avez dans un même mouvement, et parfois les mêmes personnes, qui s'en réjouissent et qui disent « c'est pas vrai ». Et la volonté que je comprends des communicants israéliens consiste à aller de plus en plus loin dans le fait de montrer les photos, les films. Mais on oublie une chose là-dedans, c'est que c'était le but du Hamas que ces films soient vus. Pourquoi? Pour donner envie au monde entier de tuer des Juifs. Il vous aura sans doute pas échappé que les premières manifestations, qui étaient d'ailleurs des manifestations de joie, n'ont pas attendu la riposte israélienne pour intervenir, c'était au lendemain des tueries. Donc c'était une autorisation. Et moi, avec le dessin, dont je sais ce qui recèle comme jouissance, parce qu'il y a également une jouissance quand on dessine un massacre, j'ai refusé le dessin de massacre, j'ai dessiné les volontaires de Zaka ou les paramédics israéliens qui racontent. Et ça, je sais faire. Raconter un être humain qui raconte ce qu'il a vu, ça, je sais le faire. Ça m'a apaisé. Publier sur Instagram, ça me plaît parce que je me sens moins seul, mais je ne sais pas comment c'est chez vous, mais moi, ça fait un mois que je ne travaille pas. Et parce que, parce que d'abord, j'analyse pas ce qui se passe. Ensuite, je ne sais pas où on sera dans un mois. Ensuite, on est tout de même un certain nombre, quelle que soit notre position face à Israël, à se dire si un jour c'est trop compliqué ici, on ira en Israël. Là, on voit bien que c'est compliqué. On est quand même un certain nombre à se dire il y a un endroit où il n'y a pas d'antisémites, c'est les États-Unis. Ah ça s'est loupé. Et alors, moi, je garde espoir dans la Corse, mais pour un Niçois, c'est tout de même difficile. Mon père, qui a été avocat à Nice entre 1957 et les années 80, qui disait j'ai commencé avec les putes, après j'ai fait les truands, j'ai terminé avec Jacques Médecin. Mon père, qui a tout fait à Nice, a toujours refusé les affaires corses. Il dit quand le dossier se perd, je ne peux pas travailler. Donc si on voilà, mais pour vous dire, j'imagine que vous êtes autant perdu que moi de toute façon. Quelque chose qu'on entend beaucoup, et je trouve que vous démentez bien ça, c'est que les réseaux sociaux, c'est une catastrophe, le monde va mal depuis qu'il y a les réseaux sociaux. Alors on sait pourquoi on le dit, mais vous avez fait des réseaux sociaux un outil plutôt de paix et de vivre ensemble. En tout cas, pour vous, les réseaux sociaux, c'est important qu'ils existent en ce moment. Il me semble tout de même que moi, je ne sers pas à grand-chose parce que je rameute pas beaucoup de monde. Et puis, je rameute des gens qui me ressemblent, donc qui sont plutôt bienveillants, plutôt paisibles. Moi, je regrette que toutes les grandes voix qu'on a, qui sont des footballeurs, des chanteurs, des gens comme ça, ne mesurent pas... Oui, mais moi, je voudrais qu'on se demande pourquoi, parce que c'est une question très embêtante, mais on est obligé de se demander pourquoi. Comme ça fait un mois que je suis en colère et que j'ai demandé à beaucoup de gens, je vous dis, la réponse qui est venue le plus, et c'est beaucoup moins l'antisémitisme, contrairement à ce qu'on croit, c'est la peur de dire des bêtises. Je parle des élites, je parle des gens qui sont... Ou, bien évidemment, en dessous, ils ne le disent pas, mais la peur de perdre son public. Et de toute façon, moi, il me semble qu'en temps de guerre,
très peu de choses sont audibles, les choses que les gens entendent. Et j'ai vu très peu de gens en désaccord avec ça. C'est les Juifs de France qui sont en danger. Alors peut-être que quand on sait qu'un Français est juif, puisque le journal Le Monde s'est trompé hier, on le suspecte d'être un peu moins français que les autres, mais il est tout de même un peu français. Donc là, il y a une sympathie. Et il y a une autre chose. Moi, je ne peux pas, parce qu'il y a eu ces horreurs depuis un mois, faire comme si les 9/10 de mes amis n'étaient pas maghrébins. Moi, je suis entouré de maghrébins depuis toujours, qui ne m'ont pas tourné le dos, qui n'ont pas cessé de m'aimer, on peut être en désaccord, hein, même violent sur le Proche-Orient. Et puis, il y a aussi des maghrébins qui adorent Israël, mais qui n'osent pas le dire. Enfin, il y a tout ça. Mais la conversation ne s'est pas arrêtée. Et je me cherche des lueurs d'espoir parce que c'est ma névrose. Il me semble tout de même que tous ces massacres sont intervenus. Il y a 1000 raisons, mais moi j'en vois une énorme. C'est que c'était en train de bien se passer entre Israël et ses voisins. Ces accords d'Abraham qui nous paraissaient aussi imbéciles que quand Sarkozy a voulu faire les accords de la Méditerranée, eh ben là c'était en train de marcher. Des ennemis séculaires comme l'Arabie Saoudite, quand ma tante était créatrice d'Europe dans les années 60, elle pouvait vendre à l'Arabie Saoudite, mais il fallait signer un certificat comme quoi elle n'était pas juive. Bon. Ces ennemis séculaires commençaient. Il y avait un fan club des Shtisel à Riyad, c'est tout de même extraordinaire, j'invente pas. Hein. Et comme c'était en train de bien se passer et que le régime des mollahs iraniens était en train de s'écrouler parce qu'il n'y a plus un seul Iranien qui veut de ces mollahs, créer ce carnage, ça permettait peut-être de repousser la paix de 20 ans. Mais je veux me tromper, j'ai peut-être tort, mais il me semble que les contacts diplomatiques entre Israël et le monde arabe n'ont absolument pas cessé depuis le 7 octobre. Et la plupart des dirigeants arabes ne le diront pas parce que la rue ne les suivra pas, mais je crois qu'on serait surpris de là où se trouvent, pas nos alliés d'aujourd'hui, mais nos alliés dedans, allez, 5 ans. On dit toujours 5 dans le Maghreb pour se porter bonheur. Vos amis maghrébins, justement, votre entourage, vous dites que vous avez des conversations musclées. Vous ne les avez pas perdues. Ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup depuis un mois. Donc vous arrivez à maintenir le dialogue? Oui, enfin, pas musclé, parce que, calmons-nous, je viens d'une population très favorisée. La plupart de mes amis sont des universitaires ou des artistes. Ce qui déplore tous, moi le premier, c'est l'impossibilité de la nuance. C'est l'impossibilité de la nuance. Et ça, ils le déplorent eux aussi, une méconnaissance totale du Proche-Orient, de la société israélienne, du monde palestinien, et même, parlons, parce que c'est un tabou, mais parlons-en, parlons de nos amis israéliens, et moi je parle aux gens de l'audiovisuel de Tel Aviv, avant les massacres, la plupart de mes amis désespérés d'Israël et de ce qui était en train de se passer, du rapport à l'état de droit, du problème législatif, du rapport... Enfin, et parfois c'est toujours les détails les plus absurdes qui désespèrent tout le monde. Quand il y a eu cette fameuse loi où le Hametz était interdit dans les hôpitaux pour Pessah, là ils avaient le sentiment qu'on avait atteint un sommet de bêtises tel que... Bon, et cette conversation existe toujours. Donc ce qui est compliqué, c'est de faire comprendre... à une population qui est blessée, qui est en rage, qui est un monde complexe. Et en période de guerre, ça me paraît même complètement inaudible. Voilà, mais j'ai presque honte d'avoir des réflexions sur ce sujet-là, parce que je crois qu'on est tous à l'émotion en ce moment, et c'est une émotion qui confine à la survie. Ce que les gens ne comprennent pas quand il est question d'Israël, mais quand il est question également des populations palestiniennes, c'est qu'ils sont en situation de survie. Les Palestiniens sont en situation de survie, pas seulement à cause d'Israël, ils sont en situation de survie parce qu'aucun État arabe n'a voulu les accueillir depuis une cinquantaine d'années. Et ce qui est très compliqué, ce qui est très compliqué dans le monde de Twitter, c'est-à-dire dans le monde où on comprend en 3 secondes, c'est d'expliquer à la jeunesse qu'Israël existe, pas parce qu'il y a eu 1948, parce qu'en 1917, il y a eu un découpage global de la région, et les Anglais, qui n'étaient pas ravis de s'occuper de ce coin-là, ont vaguement promis, lors de la déclaration Balfour, quelque chose de pas très clair aux Juifs. Et on vit depuis sur un découpage global de la région qui a été fait de manière compliquée, mais cette histoire pourra se régler que de manière régionale. Et ça, comme il faut plus de 5 minutes pour l'expliquer à la jeunesse, c'est compliqué. C'est le problème aussi des réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de retours. Qui vous suit, si c'est beaucoup des jeunes? Est-ce que vous avez des retours positifs, négatifs? Est-ce que vous avez perdu beaucoup de followers? Vous en avez gagné? C'est intéressant parce que vous êtes un des rares, en fait, qui vraiment vous emparez du sujet frontalement.
J'ai toujours pareil, j'ai 80% de commentaires absolument adorables, 20% de commentaires abjects et beaucoup d'ignorance, beaucoup de ce qu'on appelle l'ignorance bruyante. Et moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est la jeunesse. Parce que la jeunesse veut bien faire, c'est pas forcément des imbéciles, ils n'ont pas forcément mauvais fond, et ils souhaitent, ça n'a pas de sens, mais ils souhaitent être dans le bon camp dans cette histoire-là. Et venir expliquer la complexité, tout de suite, ça s'arrête au bout de 2, au bout de 3 phrases, et les réseaux sociaux sont sans doute pas le lieu pour expliquer ça. Si ça pouvait les renvoyer vers des livres, ce serait pas mal. Voilà. Vous donnez des références d'ailleurs bibliographiques, peut-être qui vous suivent. Attendez. Est-ce que, oui, je ne sais pas ce que ça vous fait d'être devenu un ambassadeur. Est-ce que vous avez sans doute entendu Sophia Aram qui a dit que elle, ça l'exaspérait quand on l'a félicité de prendre la parole, etc. Est-ce que vous, ça vous fait pareil? Est-ce que vous avez eu beaucoup en off des gens qui vous disent bravo et qui ne prennent pas la parole? Parce que j'ai vu que vous aviez publié aujourd'hui, ceux qui n'ont rien dit depuis un mois, vous êtes enfin, je ne sais plus exactement quels étaient vos mots, mais est-ce que vous vous sentez un peu seul dans cette prise de parole? Est-ce que vous aimeriez que d'autres vous suivent chez les artistes, chez les intellectuels? Comment faire en fait pour les amener à parler? Moi, d'abord, je me fais aucune illusion sur l'influence de ma prise de parole par rapport à AJ+, qui est financé par le Qatar. Moi, je suis tout petit. Par rapport à un footballeur, je suis tout petit. Donc, non. Non, ce qui me préoccupe, ce sont les gens qui n'ont pas dit un mot depuis le 7 octobre et qui, aujourd'hui, prennent la parole. Il y a un manque d'empathie qui n'est pas possible, et parfois peut-être aussi un calcul. Moi, je milite pour qu'on soit capable d'avoir de l'empathie pour les morts des deux camps, même quand c'est difficile, même s'il n'y a pas deux situations qui se ressemblent. Et là, oui, parfois, je me suis senti un petit peu seul. Mais je me sens... Franchement, je suis le moins juif des juifs, je ne suis pas religieux, je ne suis pas communautaire. Si moi, je suis devenu représentatif de quelque chose, c'est que la situation est catastrophique. Mais c'est le grand paradoxe. Vous dites toujours que vous n'êtes pas juif, alors que vous êtes très juif. Et non, ce qui me fait beaucoup de peine, mais je suis sans doute pas le seul. Pour 1000 raisons, j'ai grandi dans la haine de Jean-Paul Sartre. Et il y a une phrase que je ne lui ai jamais pardonnée, et ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui elle devient vraie, c'est qu'il a dit « c'est l'antisémite qui fait le juif ». Et c'est une phrase atroce parce que tout mon travail à constituer, à jouer avec mon identité juive, à être juif quand ça m'arrange, à être séfarade quand ça me plaît, ashkénaze quand je veux séduire, à dessiner des juifs qui ont l'air arabes parce que ça se vend davantage, quand je fais klezmer, j'en vends moins. Enfin bon, je joue avec ça et je suis juif quand ça m'arrange. Ce qui est délicat, c'est que maintenant, oui, la peur, ou il me semble qu'il y a... Avant même ces massacres, il y a une précarité culturelle dans le judaïsme français. C'est-à-dire que jusqu'à il y a une trentaine d'années, le judaïsme français était un creuset idéologique, artistique, avant-gardiste. Je voudrais absolument vexer personne. Mais tant que le judaïsme est d'extrême gauche, ça veut dire qu'il est vivace. Le prenez pas mal. Mais aujourd'hui, on a avec nous les gens installés, les catégories d'âge supérieures, les chaînes auxquelles je ne peux rien reprocher parce qu'elles financent aussi Canal+, qui finance mes séries télé. Mais enfin, on a la bourgeoisie avec nous. Il y a une époque où le judaïsme représentait une espèce de prurite révolutionnaire, avant-gardiste, et moi, je regrette ça. Il y a eu un petit événement dans ce domaine-là qui a surpris tout le monde depuis hier, c'est Bernie Sanders qui soutient Israël. Et ça, j'imagine que ça a dû faire des crampes d'estomac à beaucoup de monde. Mais moi, ce que je voudrais dans ce domaine-là, c'est qu'on se rappelle que Bernie Sanders est le plus grand défenseur de la cause palestinienne. Moi, je fais partie des Juifs qui allaient aux manifs pour la Palestine. Tout simplement parce que je pensais que c'était le garant de la survie d'Israël et parce que j'y allais pour des motifs qui me paraissaient légitimes, qui me paraissaient de paix régionale. Et j'ai eu le malheur... Tiens, là, je me suis fait insulter. Parce que les islamistes m'insultent très très peu. En revanche, il y a deux partis qui insultent tout le monde en France. Deux. C'est Mélenchon et c'est Zemmour. Même pas Le Pen. Je ne parle même pas d'extrême droite, c'est le comportement. Chez Mélenchon et chez Zemmour, il doit y avoir des directeurs de communication qui ont 12 ans et demi et qui sont sur Twitter 24 heures sur 24 et qui ont que ça à faire d'insulter. Je ne sais pas comment ils font. Donc quand j'ai eu le malheur de dire, si aujourd'hui je vais dans une manifestation pro-palestinienne, je ne suis pas en sécurité. Et
j'ai reçu des insultes de tous les sens depuis une semaine, en disant « mais bienvenue, d'ailleurs c'est plein de juifs, d'ailleurs c'est tous nos frères ». Puis ils te montrent toujours, tu sais, les deux barbus, je ne sais pas où ils les ont trouvés, ceux qui étaient chez Dieudonné, ceux qui étaient... Je ne connais pas cette obédience, mais en tout cas à Nice, on ne les avait pas, ceux-là. Peut-être c'est parisien, je ne sais pas. Et ils te montrent toujours ça. Et là, moi, je vois ce danger-là, ce danger de la disparition culturelle du judaïsme français, qui a été pendant longtemps un judaïsme d'avant-garde. Et ça, il me semble, ça vient pas seulement avec l'Alia, ça vient avec l'inquiétude. Je crois qu'il y a une peur existentielle. Je connais très peu d'étudiants ou d'écoliers juifs français qui vont tranquillement à l'école ces jours-ci. La disparition du judaïsme en France, elle va peut-être intervenir à cause de ça, à cause du fait que beaucoup de juifs ont retiré leurs enfants des écoles publiques parce que c'est trop dangereux. Ils ont essayé d'éviter les écoles juives, mais ils y sont allés quand même parce qu'ils ne sont pas religieux, mais il faut quand même les mettre quelque part. Ben même là-bas, le gardiennage n'est pas forcément assuré. Et quand on ne sait plus où scolariser ses enfants, quand on demande aux enfants de cacher leur étoile de David, quand à l'université, parce que beaucoup d'étudiants m'en ont parlé, on vous demande de signer une pétition avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, on vous demande de vous prononcer sur le Proche-Orient sous prétexte que vous êtes juif. Et ça, je dois dire que les gamins musulmans le vivent aussi. Moi, j'ai vécu en tant que prof aux Beaux-Arts pendant 7 ans, le gamin qui est maghrébin, qui fait une œuvre formidable, et les examinateurs l'interrogent sur le Maghreb. Ou la gamine qui est asiatique, elle fait des peintures extraordinaires, on l'interroge sur la Corée. Et ça, évidemment, pour un juif, c'est plus grave, parce qu'ils sont moins nombreux, parce que la violence n'est pas loin, et je crois que c'est une situation, oui, qui met en danger l'avenir du judaïsme français, à mes yeux. Une question pour toi. Est-ce que l'humour peut avoir un sens face à la tragédie, ou comment l'humour peut nous servir dans ces moments-là, puisque ton œuvre, évidemment, est marquée par des références à l'humour. Qu'est-ce qu'on fait de l'humour dans cette période ? Je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout. Moi, les seules marques d'humour que j'ai vues depuis un mois, ce sont des marques qui m'ont rendu malade. C'est-à-dire, dès qu'on raconte que des enfants juifs ont été décapités ou ont été mis dans un four de cuisine, après que Check News ait expliqué que c'était faux et que 3 jours après, Check News a été contraint de dire que c'était vrai, mais ils l'ont mis au bout de 5 pages d'entrefilé pour que personne ne le lise, il a fallu sur Twitter que tout le monde fasse des railleries dessus, que tout le monde rit sur cette chose-là. Moi, je dessine depuis toujours des juifs, des maghrébins, des personnages typés, et je sais que la caricature qui peut amener de l'empathie peut aussi amener de la détestation. Ce que j'essaie de créer dans mon travail, peut-être au-delà de l'humour, c'est une proximité émotionnelle, comme manger ensemble. Et je dois dire que là où je mets mon espoir dans mon travail de professeur que j'ai eu pendant 7 ans aux Beaux-Arts et puis dans mes rencontres scolaires depuis une trentaine d'années, il n'y a aucune animosité ne résiste à 20 minutes ensemble autour d'une table. Et ce que je rêve de produire avec mes dessins, beaucoup plus que de la pensée, c'est cette empathie. Mais elle est très peu audible ces jours-ci. C'est-à-dire quand j'essaye, par mes tout petits dessins, de rappeler tout simplement ce qui se passe en Israël aujourd'hui, je finis en général pas une phrase qu'on me dit tout de suite, et la souffrance palestinienne. Mais cette remarque est tout à fait légitime. Simplement, quand on le dit à un juif qui se prend des coups depuis 30 ans, parce qu'au milieu de la communauté juive, il n'arrête pas de parler d'un État palestinien, c'est compliqué. Quand on le dit au mec qui a exigé qu'on publie le chat du rabbin en arabe, même si on en a vendu 100 fois moins, mais je voulais le faire. Enfin, voilà. Mais moi, je crois beaucoup plus à l'empathie qu'à l'humour. Et si l'empathie est là, on va pouvoir vivre ensemble. Le vrai danger, c'est quand on rit pour écraser, pour abîmer. Moi, je suis contre les interdits, je suis contre les censures, mais il me semble que chacun devrait avoir une éthique personnelle. Pour parler de l'éléphant dans la pièce, je trouve impardonnable la saillie qu'il y a eu sur France Inter il y a eu une dizaine de jours. Je suis la dernière personne qui voudrait judiciariser ce genre de conneries. Mais pourquoi je trouve ça impardonnable ? C'est parce qu'à cause de Guillaume Meurice, on est obligé pendant 10 secondes de défendre Benjamin Netanyahou, ce qui viendrait à l'idée d'aucun Israélien en ce moment. Et je regrette le prurite de l'humour qui rend imbécile. Moi, j'aimerais l'humour qui complexifie, l'humour qui... Mais c'est pas facile, c'est pas facile. Et donc, plutôt que des procès en antisémitisme, moi, je ferais souvent des procès en paresse intellectuelle, et après, ensuite, mais c'est beaucoup plus dégueulasse, des procès en démagogie. Des procès en démagogie. Parce que dire
dire Netanyahou c'est un nazi, d'abord ça ne sert à rien, ensuite ça lutte contre rien du tout, et ça exonère de tout le travail qui amènerait à comprendre ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Par exemple, la plupart des jeunes gens sont persuadés que Netanyahou est d'extrême droite et militariste. S'ils vont en Israël, ils vont s'apercevoir que les militaires sont tous de gauche en Israël, que tous les cadres de l'armée et des services secrets sont tous de la gauche historique israélienne, et que c'est pour ça qu'avec Netanyahou, ça ne va pas bien, parce qu'il n'a jamais su quoi faire de l'armée. Mais ça veut dire s'approcher du réel. Moi, mon travail, c'est plus portraitiste qu'humoriste. C'est essayer de dessiner des visages. J'ai une histoire, si. Il y a une trentaine d'années, comme quoi c'est pas nouveau, j'étais allé à Tolbiac à une rencontre entre des étudiants israéliens et palestiniens. Alors imaginez, là, il y avait des jeunes palestiniens et des jeunes israéliens. Et là, faites un grand effort, imaginez des étudiants gauchistes des années 90 parisiens. Bon. Les questions qui venaient de la salle étaient tellement absurdes, tellement littéraires, tellement poétiques, tellement centrées finalement sur les fantômes de la guerre d'Algérie et du maréchal Pétain, que nos Palestiniens et nos Israéliens ne comprenaient plus rien. Et il s'est passé un miracle. C'est des étudiants israéliens et palestiniens qui se sont mis à parler entre eux parce qu'ils ne comprenaient rien aux grands poètes qu'il y avait dans la salle. Et ça, malheureusement en France, il me semble que c'est ça qu'il faut casser. C'est la vision symbolique de la cause israélienne et de la cause palestinienne. C'est-à-dire que tant qu'on continuera dans la jeunesse à plaquer là-dessus par exemple, quand on parle de colonisation en Israël, que ce qui se passe en Cisjordanie soit inqualifiable, je veux bien. Mais quand les jeunes disent ça, c'est pas ça. Les jeunes s'imaginent que c'est la guerre d'Algérie. Or, s'il faut raconter cette région, il faut expliquer qu'on est sur les décombres des lois et du découpage anglais, et qu'en Israël a encore lieu une juridiction qui ressemble à l'Angleterre, c'est-à-dire la proportionnelle qui a permis le Brexit. C'est ça qui rend ce pays ingouvernable. Et je crois que cette narration-là, elle est compliquée, mais elle me paraît importante. Je pense qu'on est au cœur du sujet. Malheureusement, on pourra y passer la soirée sur le narratif et les contresens historiques qui sont nombreux. On avait promis, parce qu'à la base, vous êtes venus là pour ça, qu'on allait aussi parler du chat du rabbin. Parce que voilà, le timing est malheureux, mais vous avez donc publié, enfin malheureux ou pas, j'en sais rien, mais c'est un hasard étonnant. Vous avez publié au début du mois votre dernier volume, le volume 12 du Chat du Rabbin, qui s'appelle La traversée de la mer Noire. Ce qui est assez troublant, c'est que c'est un volume qui est assez noir, assez dark par rapport à tous ceux d'avant. Est-ce que c'était un pressentiment ? Enfin, on va en parler. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot déjà de l'histoire de ce Chat du Rabbin ? Et il y a quand même des correspondances avec ce qu'on est en train de vivre. Oui, avant d'être auteur, j'ai été étudiant et j'adore me documenter. Et il y a une histoire, j'avais tellement peur qu'on me la vole, ça fait 10 ans que je travaille dessus et je viens de sortir ce chat, c'est l'histoire des mutins de la mer Noire. Donc les mutins de la mer Noire, c'est quoi ? On est à la fin de la Première Guerre mondiale et la marine française a décidé avec ses alliés d'aller continuer la guerre en Russie pour attaquer Lénine et pour qu'ils nous rendent l'argent de l'emprunt russe. Bon. Dans les bateaux, il y a des marins épuisés, dégradés, tous maurassiens, et à fond de cale, des soldats maghrébins, des musulmans, des juifs, des noirs africains. Et on va essayer de forcer tous ces matelots à aller faire la guerre dans le port d'Odessa. Ils ne veulent pas. Ils montent sur le pont, ils chantent l'Internationale, et les navires repartent sans avoir tiré un coup de feu. Cette histoire a été à l'origine de rien moins que la création du Parti communiste français et la création des brigades internationales qui vont aller ensuite combattre en Espagne. Alors je me suis dit, comment je peux foutre mon rabbin là-dedans ? Soyons simples, pendant la Première Guerre mondiale, il était aumônier des armées. Et là, j'ai commencé à me documenter sur les Juifs dans la Première Guerre mondiale, et j'ai découvert des trucs mais extraordinaires. D'abord, j'ai découvert que, on le dit peu, peut-être que les Maghrébins étaient de la chair à canon, juifs ou musulmans à l'époque, mais ils étaient contents de la faire, la Première Guerre mondiale. Parce qu'ils avaient un rêve d'intégration derrière ça. Et j'ai découvert quelque chose de bouleversant. Les familles cousaient les uniformes pour qu'ils soient le plus beau, le plus rouge, le plus beau possible. J'ai découvert un autre truc, je vous promets que je n'invente pas. Il y a un rabbin d'Algérie qui voulait traduire la Marseillaise en hébreu, mais il trouvait que c'était un peu sanguinaire. Alors il l'a mise en hébreu, il a changé les paroles. À un mot près, c'est « France, Dieu te bénisse, que tu sois en bonne santé, que tu aies de beaux enfants ». Donc j'ai fait un album là-dessus. Voilà, c'est le dernier Chat du Rabbin.
C'est le dernier chat du rabbin que du coup vous défendez depuis le début du mois d'octobre. Je ne sais pas, est-ce que c'est bizarre de faire de la promo dans ce contexte-là? Est-ce qu'au contraire, tout est lié? Est-ce qu'on vous parle beaucoup de votre livre, beaucoup de l'actualité? Comment vous liez tout ça en fait? J'ai de la chance parce que je suis là depuis longtemps, donc mes lecteurs sont globalement assez gentils, on se connaît. Vraiment, je l'ai fait exprès, le chat du rabbin. J'ai fait exprès de faire des juifs qui ont l'air arabes et de réenchanter l'imaginaire maghrébin parce qu'on a tous un lien direct avec plus ou moins avec le Maghreb. Donc non, j'allais vous dire malheureusement, moi ça se passe très bien. Bah, tant mieux, un peu de bonnes nouvelles, ça fait du bien Voilà. aussi. Il est un peu moins séfarade aussi, il est un peu moins sur le Maghreb celui-là. Donc c'était aussi une façon de renouer avec votre héritage ashkénaze ou français. Ou vous êtes un peu sorti du cadre, non? Je voulais parler de cette période qu'on connaît très très peu. C'est la fin de la Première Guerre mondiale en Russie et en Ukraine, dans le moment où il y avait les rouges, les blancs, il y avait ce fameux Makhno sur qui Kessel a dit beaucoup de mensonges, et au milieu de ça, tout le monde tuait des juifs. Non, j'aurais eu qu'une peur sur ce livre, c'est qu'on fasse un lien avec la guerre qui a lieu en Ukraine aujourd'hui, qui me semble totalement légitime, et il n'y a aucun doute sur le fait qu'on est tous avec Zelensky. Zelensky que Romain Gary aurait adoré, puisque Gary disait, à force qu'on explique aux Juifs de marcher voûtés, ils se sont mis à avoir des scolioses. Et Zelensky, sans le faire exprès, qui est sans doute juif de naissance, par accident, sans éducation juive, d'un point de vue dramaturgique, il a changé l'image du juif européen. C'est-à-dire que on a un juif ukrainien en tricot de corps qui a menacé le Goliath Poutine et qui l'a humilié à la face du monde. Et je dois dire qu'il y a une part un peu martiale de moi qui est assez reconnaissante. Vous évoquez aussi en dessin, d'ailleurs, il y a quelques dessins un peu hard, des massacres de juifs. En fait, à un moment, c'est quand même évoqué. Finalement, c'est là qu'on fait le lien avec le sujet de notre conversation du soir. Est-ce que finalement, on ne peut pas être juif sans se faire massacrer? C'est une constante dans l'histoire du peuple juif, malheureusement. Oui. C'est étonnant de lire ça maintenant, en fait. Oui, et l'histoire de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est me paraît essentielle pour casser le narratif. Parce que le narratif à casser aujourd'hui, ce sont les gens qui s'imaginent que les Juifs sont des Blancs qui ont débarqué d'Europe en 1948 au Proche-Orient. Et casser ce narratif, c'est rappeler, évidemment, il y a eu les kabbalistes et tout ça, mais rappeler qu'autour de 1900, après par exemple le pogrom de Kishinev, il y a eu des départs massifs d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, de Juifs qui ne sont pas allés exclusivement au Proche-Orient, qui sont allés aussi en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Mais enfin, c'est là qu'ont été fondées les bases de l'actuel État d'Israël. Et raconter aussi deux vagues de pogroms très distinctes. Les pogroms des années 1900, qui ressemblent beaucoup à ce qui s'est passé dans le sud d'Israël aujourd'hui, puisque c'était des pogroms préparés. Dans les années 1900, le tsar veut faire oublier ses défaites militaires, tiens, comme l'Iran en ce moment, et il organise massivement des pogroms pour détourner la colère populaire. Dans les années 1918, c'est très différent. Dans les années 1918, tout le monde se bat contre tout le monde. Les rouges veulent terroriser les blancs veulent terroriser les rouges, et comme au milieu, il y a des juifs, on en tue beaucoup. À cet égard, et malheureusement, se trouvaient là aussi, puisque c'est le début des nationalismes, les prémices des républiques polonaises, lituaniennes, ukrainiennes, qui ont sans doute beaucoup de vertus, mais qui malheureusement n'étaient pas très philosémites, pour de nombreuses raisons. J'aimerais qu'on dise un mot aussi de votre exposition au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, parce que c'est quand même pas rien. Enfin, j'imagine, c'est une forme de consécration de tout ce que vous avez fait. Malheureusement, c'est noyé dans tout ce dont on vient de parler, mais j'imagine que c'était une grande joie de préparer cette exposition. Vous avez travaillé dessus pendant 1 an, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? L'excitation que vous avez, j'imagine, eue. Malheureusement, le vernissage devait être peut-être un peu moins drôle que prévu, je ne sais pas. Non, on a juste bu davantage, c'est tout. Non, j'en parle de manière d'autant plus détendue que j'ai absolument rien fait. J'ai laissé libre accès à mes archives au commissaire d'exposition. J'adore le musée d'art et d'histoire du judaïsme parce qu'il fait le pari un petit peu provoquant d'un judaïsme culturel. Et pour moi, pour Nice, c'était un peu provoquant de là où je viens. Moi, mon père m'a éduqué, ça c'est marrant, mon père m'a éduqué en me disant que le judaïsme, c'était une religion. Alors c'était embêtant parce que moi, comme je ne suis pas très croyant, je n'ai pas su quoi en faire. Et j'ai appris 2 choses depuis. C'est que d'abord, c'est une culture. C'est-à-dire, si c'est un courant littéraire, je veux participer. Et une autre chose qui est beaucoup plus dérangeante,
Parce que moi, j'ai grandi dans un monde où l'ethnie, l'identité, ça n'avait pas d'importance. On ne disait pas son ethnie. Mais si tout d'un coup, les gens se préoccupent d'ethnie, il y a une ethnie juive. C'est très embarrassant. Hein. C'est très embarrassant, mais c'est vrai. Et cette idée à la fois intellectuelle d'un côté et charnelle de l'autre, qui me rattache à l'histoire juive, je dois dire, elle me rassure. Parce que pour 1000 raisons, la religion m'inquiète. Enfin, j'adore, je dessine des rabbins, j'adore, mais je suis plus tranquille si c'est littéraire. Et inscrire mes petits chats dans une histoire littéraire et dans une histoire picturale, et Dieu sait qu'il y a eu beaucoup de dessinateurs, aussi bien dans le monde de la bande dessinée que chez les peintres de Paris, etc., je me sens très honoré, je me sens très joyeux de cette exposition. Comment le chat du rabbin est reçu en Israël ? Pas du tout. Il est reçu pas du tout. Il y a des auteurs de bande dessinée extraordinaires en Israël, ils sont publiés en France. La fondation d'Israël, c'était les arts majeurs. C'était l'idée d'avoir un peuple qu'on allait éduquer, qui allait avoir l'opéra, le théâtre et tout ça. Donc Israël a été construit avec un mépris total pour ce qu'on a appelé les arts mineurs, y compris la télévision. Pourquoi la télévision israélienne est tellement extraordinaire maintenant ? Parce qu'elle est née il y a 10 ans. Et elle est née sans fonds publics, elle est née par la bien... Bon, les bandes dessinées, c'est la même chose. Il y a une boutique de comics à Tel Aviv, qui est très bien, mais elle a fait la taille de 2 fois cette table. Et en revanche, ils ont des auteurs tellement géniaux qu'ils n'ont vraiment pas besoin de moi. Mais par contre, j'ai plein de copains là-bas, artistes. Vous avez dit que vous ne travaillez pas du tout en ce moment, mais moi, je ne vous crois pas. Je suis sûre que quand même, déjà, vous produisez énormément. Est-ce que, malheureusement ou heureusement, vous pensez que c'est des thèmes qu'on va retrouver qui vont inspirer vos prochaines BD. Est-ce que vous allez faire un prochain Chat du rabbin ? Est-ce que vous le savez déjà ? Oui, le prochain Chat du rabbin, il est écrit, je suis en train de le dessiner. Ça va être sur l'histoire de Adam et Ève, ça va parler de connaissance, et ça va parler aussi de pudeur. Je me suis mis à me documenter sur les bains turcs dans le Maghreb, enfin les hammams, et j'ai posé des questions, mais c'était compliqué d'avoir les réponses. J'ai dit, tiens, est-ce que les juifs et les musulmanes allaient au même hammam ? Ah bon ? Vous savez ? Oui, alors moi je vais vous dire. Alors moi je vais vous dire. Au Maroc, oui, dans certains. À Alger, les Juifs n'avaient pas le droit d'aller dans le hammam pour les Arabes, mais par contre, il y avait un hammam pour les Juifs où les Arabes allaient. Bon. Mais il y a un événement qui me plaît là-dedans. Donc, c'est une époque où tout le monde était méga pudique, on avait des robes jusqu'au bout des doigts, des machins, etc. Dans le hammam, tout le monde est quasi nu, on a un pagne. Mais il y a un moment que j'adore. C'est le moment où on est tout tartiné d'onguents, de crème, de poudre, de machin, etc. Et on doit rentrer à la maison. Et ce retour à la maison, figurez-vous, il ne se fait pas habiller. Il se fait avec une espèce de voile transparent comme les rideaux de chez ma grand-mère pour pas abîmer les tartines qu'on a mis en dessous. Et je dois dire, je vais consacrer pas mal de pages à ce petit moment où on va du hammam à la maison, dont je veux croire que c'était le plus agréable. Donc ça vous fait quand même une perspective un peu plus réjouissante là en ce moment de dessiner tout ça. Oui. Parce que on va conclure, mais avant de conclure, pour revenir un peu sur tout ce qu'on s'est dit, vous dites toujours, et ça fait du bien de l'entendre, que vous êtes un optimiste. Nous, la conversation qu'on avait eue l'année dernière était empreinte d'optimisme sur le fait d'être juif en France. Est-ce que là, en ce moment, vous êtes toujours aussi optimiste ? Est-ce que le 7 octobre change quelque chose ? C'est un peu tôt pour le dire, mais comment vous le ressentez-vous ? Non, je ne suis pas du tout un optimiste. Je suis un élève de Clément Rosset, qui était un pessimiste joyeux. Et il avait une phrase extraordinaire, il disait « La joie est indépendante du phénomène ». Ce qu'on peut traduire en langage plus grossier, chaque matin tu décides, soit tout est grave, soit rien n'est grave. Gary disait « osciller entre s'en foutre et en crever ». Et je crois malheureusement que chaque jour on change 15 fois d'avis à ce sujet. C'est pourquoi j'ai dessiné ce Chai quand il y a eu le 7 octobre, parce que tellement de peuples et de nations demandent la victoire, demandent l'écrasement de l'ennemi. Il me semble que le peuple juif n'a jamais rien demandé d'autre que survivre. Et je suis surpris par l'incohérence des gens qui ne supportent pas de nous voir au Proche-Orient, mais qui manifestement ne nous veulent nulle part ailleurs. Et je crains qu'ils ne veuillent nous voir uniquement sous terre. Et j'aimerais demander, si c'est possible, de respirer encore un peu. Je pense qu'on a le parfait mot de la fin. Je ne sais pas les détails pratiques, mais on a décidé de ne pas faire de questions du public. Vous pouvez venir les poser, en fait, parce qu'il va y avoir une dédicace.
qui va se passer ici, je crois. Donc, vous pouvez venir faire signer vos livres du Chat du Rabbin et échanger un petit peu avec Johann Sfar, qu'on remercie énormément. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Merci Johann Sfar.